Pour le commun des mortels, les monstres de cinéma n'existent pas dans le monde réel. Mais certaines personnes ont changé d'avis suite à une expérience particulièrement traumatisante. Elles étaient seules la nuit chez elles quand elles auraient vu, j'utilise le conditionnel, une bête inconnue et terrifiante surnommée le Dogman. Et c'est leurs histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Avant de démarrer, il est indispensable que je vous explique comment va se dérouler l'émission. Dans une première partie, je vais vous raconter 3 histoires en vous indiquant à chaque fois les sources. Mais attention, il faut être très clair, ce sont des témoignages. C'est-à-dire qu'on ne dispose d'aucune preuve matérielle de leur authenticité. Et dans une deuxième partie, je ferai des commentaires et des analyses. On va notamment se poser la question de la crédibilité de ces témoignages, évidemment, et j'ai des choses à dire. Donc émission 2 parties, première partie qui sera vraiment du pur divertissement, et la deuxième plus sérieuse, entre guillemets, qui sera plus axée réflexion. On va tenter d'apporter un peu de lumière sur ces histoires qui peuvent paraître, c'est vrai, assez délirantes à première vue. Précision importante avant de passer aux histoires, vous n'êtes pas obligé de croire au Dogman pour les écouter. Le Dogman qui est, il faut le rappeler, ce qu'on appelle un cryptide, comme le Bigfoot par exemple, c'est-à-dire un animal ou créature dont l'existence n'a pas été prouvée de manière irréfutable. Donc vous pouvez écouter ces histoires comme de simples histoires d'horreur. Car qu'elles soient vraies ou fausses, ces histoires sont quand même assez terrifiantes. Mais assez parlé, plongeons ensemble dans les histoires. Fermez votre porte à clé, éteignez la lumière, c'est parti. Le premier témoignage est celui d'une jeune Allemande nommée Alexa qui a témoigné dans une émission de Dogman Encounters, une radio et chaîne YouTube américaine dédiée au Dogman, que je considère comme la meilleure. Et si vous voulez écouter l'interview d'Alexa, le lien de l'émission est dans la description de cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur la chaîne de Dogman Encounters et même à vous abonner si vous en avez envie. L'histoire d'Alexa démarre fin décembre 2014 à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, où elle vit. À l'époque, Alexa a 21 ans. C'est une jeune femme assez frêle, elle mesure seulement 1m50. Alexa est une jeune femme sans histoire, elle aime les animaux comme les chevaux, les chiens et aussi la nature. Elle ne s'est jamais intéressée aux monstres, aux cryptides, comme le monstre du Loch Ness ou le Bigfoot par exemple. En fait, elle a toujours eu peur des choses un peu paranormales, comme les fantômes ou les démons. 6 ans plus tôt, en 2009, son père a décidé de démissionner de son poste de PDG d'une grande entreprise et pour fuir le stress urbain, il a acheté une belle propriété en pleine nature dans la région d'Hambourg où il vit avec sa compagne. Le terrain fait dans les 2500 m² et la maison n'est pas une maison ordinaire parce que c'est une grande maison en verre. C'est une sorte de maison d'architecte très moderne, c'est pas une maison que tout le monde peut s'offrir. La maison fait 280 m², elle est très spacieuse, de plein pied, il n'y a pas d'étage, et comme tous les murs sont en verre, elle offre une vue assez incroyable sur les environs. Parce que cette maison est au milieu de nulle part, autour il n'y a que des prairies et des bois à des kilomètres à la ronde. La maison du père d'Alexa est extrêmement isolée. Il n'y a rien autour à part de la verdure, et les plus proches voisins sont à environ 5-6 km. Le père d'Alexa a un frère qui vit à Londres et chaque année, lui et sa compagne vont passer le nouvel an dans la cité londonienne. Et en décembre 2014, il demande donc à sa fille Alexa de garder pendant une semaine sa maison et son chien, un gros berger allemand. L'endroit est réputé très sûr, ça n'est pas du tout criminogène, mais bon, comme sa maison a de la valeur et qu'il a des biens à l'intérieur, il demande à sa fille de venir garder sa maison pour ne pas tenter les cambrioleurs. Et Alexa accepte. Elle accepte de passer une semaine toute seule dans cette maison. Et les premiers jours, tout se passe super bien parce que la jeune femme apprécie vraiment le calme des lieux. Parce que Alexa aime bien être seule et elle adore la nature. Et tous les jours, elle sort faire de grandes balades dans le coin avec le chien. Et il y a de quoi faire en matière de randonnée dans le coin, il paraît qu'on peut marcher pendant des heures en ligne droite à travers les bois, les prairies, sans croiser personne. Donc le séjour d'Alexa se passe parfaitement, mais le 3e jour, alors qu'elle sort pour aller se balader, encore une fois, en ouvrant la porte, elle se rend compte immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche. Alexa est sans doute une personne un peu intuitive parce que dans le passé, elle avait déjà eu la même sensation dans l'estomac. Et 1 heure plus tard, sa mère l'avait appelée pour lui annoncer que sa grand-mère était décédée. Donc Alexa ne se sent pas très bien, mais bon, elle décide quand même d'aller se balader avec son chien. Elle part sur les sentiers, mais au bout de quelques minutes, la situation empire. Elle a vraiment l'impression que quelque chose est anormal. Et d'ailleurs, elle va dire plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un silence anormal qui régnait dans les environs. Il n'y avait aucun son,
aucun bruit d'oiseau, ce qui est tout de même anormal, même en hiver. Le chien se comporte lui normalement apparemment, mais bon, Alexa se sent de plus en plus nerveuse. Et pendant qu'elle marche, elle ne peut pas s'empêcher de s'arrêter par moments, de se retourner, regarder derrière elle. Elle se sent assez paranoïaque, quoi. Si bien qu'au lieu de marcher 1 ou 2 heures comme d'habitude, au bout de 20-30 minutes, elle décide de rentrer chez elle. Elle revient en se dépêchant à la maison et une fois à l'intérieur, elle verrouille même la porte à clé, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à présent. Les premiers jours où elle était dans la maison, elle ne verrouillait jamais la porte d'entrée parce que déjà l'endroit n'est pas dangereux et elle se disait aussi qu'aucune personne censée ne prendrait le risque d'entrer dans une maison en voyant un gros berger allemand de 50 kg assis de l'autre côté de la porte. Parce que voilà, la porte d'entrée est aussi en verre. Mais là, elle verrouille la porte, mais en plus, elle ne sort plus du tout de la journée de la maison, sauf une fois pour aller chercher du bois pour faire un feu de cheminée, parce qu'on est fin décembre, en Allemagne, et il fait assez froid. Au cours de la journée, elle essaie de se détendre quand même, et le soir, elle décide de passer une soirée tranquille en regardant la télévision. Elle a envie de se changer un peu les idées, mais bon, elle ne veut pas regarder de films à suspense ou de films d'horreur, parce qu'elle ne le fait jamais quand elle est seule chez elle. Et ce soir-là, elle regarde sa série préférée, Gossip Girl. En général, elle ne se couche jamais avant minuit, et ce soir-là, elle regarde plusieurs épisodes de sa série. Mais à un moment donné, vers 23h, elle a soif. Rien de plus banal. Elle se lève donc, et elle va dans la cuisine, où elle ouvre le frigo, et elle sort une bouteille d'eau. À ce moment-là, tout est calme dans la maison, et le chien est en train de dormir tranquillement dans son panier, dans la cuisine. Dehors, il fait une nuit noire, parce que là, on est en pleine forêt, il n'y a pas de lampadaire. Et dans la cuisine, il y a une porte coulissante en verre, parce que tout est en verre dans la maison, qui permet d'accéder à la terrasse. Donc Alexa est sur le point de se verser un verre d'eau, quand tout à coup, elle entend un bruit derrière elle. En fait, c'est le chien qui vient de se réveiller en sursaut. Et il est en train de regarder dehors dans l'obscurité par la vitre. Et Alexa se dit qu'il a sûrement dû entendre ou voir un cerf, parce que voilà, on est en zone rurale, et il y a beaucoup de faune sauvage dans le coin. Donc Alexa jette quand même un coup d'œil dehors, mais bon, c'est l'obscurité totale, on voit quasiment rien, mais l'animal ne se calme pas, il saute même contre la porte-fenêtre. Il est complètement excité, quoi. Et Alexa commence vraiment à s'inquiéter là, parce qu'elle comprend qu'il y a sûrement quelqu'un dehors. Et en fait, c'est son plus grand cauchemar qui est en train de prendre forme. Parce que voilà, elle est seule dans cette grande maison en verre, au milieu de nulle part. N'importe qui peut l'espionner depuis l'extérieur parce que tous les murs sont en verre. Et elle ne sait pas qui est dehors, s'il y a plusieurs personnes et quelles sont leurs intentions, quoi. Donc là, très tendue, elle regarde à nouveau par la porte-fenêtre et là, elle aperçoit quelque chose bouger dans le noir. Et elle ne voit pas bien ce que c'est, mais ça a l'air énorme. Et quelques minutes plus tard, elle voit enfin ce qui est en train de rôder autour de la maison. Et là, elle se fige. Elle ne ressent pas de peur ou de panique, elle est juste sidérée. Parce que son cerveau est en train d'essayer de comprendre ce qu'elle voit, mais il n'y parvient pas. Et à côté d'elle, pendant ce temps-là, son chien est complètement dingue. Il aboie, il est complètement excité, quoi. Mais la jeune femme, elle est sous le choc, elle est clouée sur place. Parce que comme déjà dit, elle ne mesure qu'1,50 m, elle est minuscule, et ce qu'elle voit dehors fait au moins 2 fois sa taille. Et ce qu'elle voit dehors est vraiment très étrange, elle n'a jamais vu une chose pareille, parce que si son corps ressemble vaguement à celui d'un homme, son visage n'a rien d'humain. Et elle voit mieux cette chose maintenant parce que elle est en train de marcher sur la terrasse et elle s'approche de la porte-fenêtre. Elle vient vers elle, quoi. À ce moment-là, Alexa, elle attrape son chien qui est devant elle, vers la porte-fenêtre en train d'aboyer, et elle le tire vers elle. Et pendant ce temps-là, la chose arrive à la porte-fenêtre de la maison. Elle est à 1 ou 2 mètres seulement d'Alexa. Et il n'y a qu'une simple vitre en verre qui les sépare. Une vitre en verre que cette chose pourrait facilement briser, vu sa taille. Donc là, c'est vraiment un cauchemar éveillé pour Alexa. Elle est à genoux, elle serre son chien contre elle, et elle a le temps d'observer cette bête, quoi, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Le seul terme qu'on peut employer pour le décrire, c'est que ça ressemble à un loup-garou, quoi. En ce qui concerne son aspect, il a, d'après Alexa, un torse très puissant, avec de larges épaules, des muscles bien dessinés, il a même la tablette de chocolat au niveau des abdos. Et d'après Alexa, la musculature de cette chose lui fait penser à celle d'Arnold Schwarzenegger. Il a des grosses cuisses et des tibias très fins. Il a donc des pattes relativement petites et faibles comparées au haut du corps. Et ses pattes sont à l'envers, en forme de S, comme celle des chiens. Et son corps est couvert d'une fourrure noire, sans un seul poil blanc. En ce qui concerne ses mains, elles ressemblent à des pattes de raton laveur, mais avec des doigts plus longs et épais prolongés de griffes. Et vu sa taille impressionnante,
Alexa pense qu'il s'agit d'un mal. Donc là, la jeune femme pense que c'est fini pour elle, quoi. Elle pense qu'elle va mourir. Là, elle est dans tous ses états, hein. Elle fait une crise de nerfs, hein. Elle crie, elle jure, elle demande à cette créature de partir, quoi. Et ce monstre, tout droit sorti d'un film d'horreur, est seulement à quelques mètres d'elle. Et il est juste derrière une porte-fenêtre vitrée. Et là, je pense qu'à sa place, personne n'emmènerait très large, à mon avis. En tout cas, Alexa, elle est vraiment dans un état pas possible, quoi. Elle crie. Mais pendant ce temps-là, la bête ne réagit pas. Elle se contente juste de la fixer du regard. Mais il va se passer ensuite un truc terrifiant. Comme si le reste l'était pas déjà. La bête lève une main, parce que voilà, elle a des mains, et elle se met à tapoter la vitre avec une seule griffe. Et elle fait tout ça sans lâcher du regard Alexa. Donc là, je vous raconte pas dans quel état est Alexa, quoi. Elle a l'impression que son cœur va s'arrêter, quoi. Alexa voit donc parfaitement le visage de cette bête. Elle a une grosse tête de berger allemand avec de grandes oreilles. Alexa observe aussi les yeux du Dogman et, selon elle, il a des yeux bleu pâle. Et détail étonnant, ils sont luminescents. Mais ce n'est pas le reflet de la lumière extérieure, hein. C'est comme si cette lumière provenait de l'intérieur de ses yeux. Et soit dit en passant, ce type d'yeux n'existe pas dans le règne animal. Non. La bête est toujours en train de regarder fixement Alexa, et cette dernière a l'impression qu'elle est dans sa tête. C'est comme si elle exerçait une action mentale et voulait l'attirer vers elle. Et Alexa a envie de mettre sa main sur la vitre, en fait. Elle en a vraiment envie, mais bon, elle ne le fait pas parce que elle comprend quand même que ça serait trop dangereux. Et pendant ce temps-là, la chose continue de tapoter le verre avec sa griffe. Selon toute apparence, elle est en train de s'amuser, entre guillemets, avec Alexa, hein. Elle s'amuse à la tourmenter, quoi. La chose joue avec Alexa parce que, si elle le voulait, elle pourrait rentrer facilement dans la maison, hein. Elle pourrait facilement démolir la porte-fenêtre, quoi. Et là, ça ne va pas surprendre ceux d'entre vous qui ont déjà vu des vidéos sur le Dogman parce que, à ce moment-là, Alexa croit entendre une voix dans sa tête. Espèce de fille stupide. Rien ne peut m'empêcher de t'avoir si je le veux. Je suis le prédateur et toi la proie. Tu devrais connaître ta place. Je pourrais t'avoir à tout moment. Donc là, pour Alexa, c'est vraiment horrible. Ça n'est pas une grande croyante. Elle ne sait pas si elle croit en Dieu. En tout cas, là, pour la première fois de sa vie, elle prie. Elle demande à Dieu de la sauver, quoi. En tout cas, Alexa a vraiment le sentiment d'avoir affaire à une créature intelligente, mauvaise, maléfique même, et qui se croit vraiment supérieure à elle. Qui se croit supérieure à l'homme et qui lui fait savoir. On ne sait pas combien de temps tout ça dure, mais en tout cas, au bout d'un moment quand même, la bête semble se lasser de tout ça. Elle a peut-être assez joué avec Alexa. Elle se lasse d'Alexa, peut-être parce qu'elle ne s'enfuit pas, quoi. Et à ce moment-là, la créature se tourne sur le côté et elle commence à partir. Mais détail très important, et d'ailleurs on va beaucoup en reparler dans la partie commentaire et analyse, elle laisse sa griffe sur la vitre. Elle laisse glisser sa griffe sur la vitre en repartant. C'est absolument insensé pour un animal de faire une chose pareille, quoi. En tout cas, ça fait son petit effet sur Alexa, hein, parce que voilà, ça lui glace le sang, quoi. Donc la bête est en train de partir vers l'obscurité, elle est en train de quitter le champ de vision d'Alexa, mais juste avant, elle s'arrête et elle lui jette un dernier regard par-dessus son épaule. Et Alexa a vraiment l'impression que c'est une attitude humaine, quoi. Elle lui jette un dernier regard, l'air de lui dire « Je reviendrai pour toi ». Et encore une fois, Alexa a vraiment l'impression qu'elle n'a pas affaire à un simple animal, hein. C'est bien plus qu'un animal, c'est beaucoup plus intelligent. Et après ce dernier regard, la chose disparaît. Alexa se retrouve donc seule avec son chien dans la cuisine, hein. Elle est complètement essorée par ce qu'elle vient de vivre, mais elle est toujours pas rassurée, hein. Au contraire. Parce qu'elle se dit que la bête est peut-être toujours en train de rôder dans le coin, qu'elle est peut-être toujours en train de jouer avec elle, et qu'elle va peut-être l'attaquer. Donc pendant 10-15 minutes, Alexa reste assise avec son chien dans la cuisine. Là, elle a un peu récupéré son esprit, et il va à 100 à l'heure. En fait, elle réfléchit à ce qu'elle pourrait bien faire, elle est en train de réfléchir à un endroit où elle pourrait se cacher dans la maison. Mais bon, c'est une maison en verre en fait, elle n'a aucun endroit où se cacher. Parce que même si elle éteint les lumières, elle se dit que cet animal, vu ses yeux, est certainement capable de voir dans le noir.
Donc là, elle réfléchit à toutes les façons dont elle pourrait sortir de cette maison en vie, et la meilleure solution selon elle, c'est de partir. Et il se trouve que son véhicule, un gros SUV Volkswagen, est justement garé à quelques mètres de la porte de la cuisine. Pourquoi ? Parce que ce matin-là, elle était allée faire des courses à l'épicerie, et comme elle était chargée, elle avait des sacs, elle ne s'était pas garée très loin de la porte. Donc là, Alexa prend son courage à deux mains, elle attrape ses clés de voiture, elle va jusqu'à la porte de la cuisine, donc elle la déverrouille, elle l'ouvre, elle jette un coup d'œil dehors pour voir si la voie est libre et elle ne voit rien en fait. Apparemment, la chose n'est plus dans le secteur, donc Alexa fonce jusqu'à sa voiture. Elle ouvre sa portière, son chien, le berger allemand qui l'a suivi, saute à l'intérieur de la voiture, elle met le contact et là elle démarre en trombe. Elle roule à fond sur la route forestière, elle dépasse même la limite autorisée, elle est à 150 km/h. Et pendant qu'elle conduit, elle n'ose pas regarder dans le rétroviseur parce qu'elle a peur que cette chose la suive, quoi. Vers 1h30 du matin, Alexa est de retour chez elle dans son appartement de la banlieue de Hambourg. Et une fois à l'intérieur, elle baisse les volets électriques et elle attrape son téléphone pour appeler sa meilleure amie. Elle la réveille même parce qu'on est au milieu de la nuit, mais son amie est vraiment d'une excellente amie parce que 20 minutes plus tard, elle est chez elle. Elle vient à l'appartement d'Alexa et Alexa lui raconte tout. L'amie lui fait une tasse de thé, mais Alexa elle est tellement secouée encore qu'elle n'arrive pas à tenir sa tasse, tellement elle tremble, quoi. Donc sa copine lui dit de se reposer, d'essayer, et que le lendemain matin, ils retourneront sur place pour voir. Donc quand le jour revient, ils vont sur place. Bon, ils ont quand même amené, par précaution, des canifs. Précaution un peu dérisoire, parce que des canifs... Mais dès qu'elle sort de voiture, Alexa se rend tout de suite compte que quelque chose a changé dans l'atmosphère. Elle n'a plus cette sensation étrange qu'elle avait dans l'estomac la veille. Là, tout a l'air normal et elle entend même les oiseaux gazouiller. Ça n'est plus le silence total comme le jour précédent. Bien évidemment, la bête n'est plus là. Et les deux femmes font quand même le tour de la propriété à la recherche d'une trace de quelque chose. Et comme il avait beaucoup plu les heures précédentes, apparemment, ils ne trouvent rien. Parce qu'il faut savoir que fin décembre en Allemagne, il neige souvent, il pleut, et là, en plus, il avait plu quelques heures auparavant, donc il est impossible de distinguer la moindre empreinte. Et sur la porte-fenêtre de la cuisine, là où se tenait la chose, là où elle avait même posé sa griffe, fait glisser sa griffe, on ne trouve aucune trace. Aucune marque, rien, c'est comme si rien ne s'était passé, quoi. C'est comme si la créature n'avait jamais existé, mais bon, Alexa, elle est sûre de ce qu'elle a vu. Et quand son père rentre d'Angleterre avec sa petite amie, Alexa n'ose pas lui dire ce qui s'est passé. Parce que d'après elle, son père est quelqu'un de très cartésien. Et dans tous les cas, il ne la croirait pas, il dirait que c'est absurde et qu'elle a rêvé. Mais Alexa est quand même inquiète pour la sécurité de son père, donc elle lui dit quand même que un cambrioleur est venu une nuit. Elle ne lui parle pas du monstre qu'elle a vu. Elle lui dit que quelqu'un rôdait, a essayé de venir cambrioler la maison, et son père va par la suite installer des volets électriques sur la maison. Par la suite, les années vont passer, et d'après Alexa, cette chose n'est jamais revenue. Parce que son père et sa compagne ne lui ont jamais parlé de quoi que ce soit à ce sujet. Par la suite, il ne s'est plus rien passé sur la propriété que son père a fini par revendre parce qu'il ne pouvait plus s'en occuper à cause de problèmes de santé. C'est vrai qu'une maison de 280 m², un terrain de 2500 m², ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de travail, et il n'avait plus l'énergie, quoi. Suite à son expérience, Alexa a été traumatisée, comme la plupart des gens à sa place, et elle a cherché à comprendre. Elle a fait des recherches, notamment à la bibliothèque, où elle a consulté des livres sur les contes et légendes, notamment sur le mythe du loup-garou. Elle est allée ensuite sur Internet, et finalement sur YouTube, où elle a vu des vidéos, et c'est là qu'elle a découvert ce qu'était le Dogman. Elle a également découvert que d'autres personnes qu'elle auraient vu aussi cette créature inconnue. Et en 2015, elle a raconté son histoire à la radio Dogman Encounters, qui a une chaîne sur YouTube. Et 6 ans plus tard, en 2021, elle est revenue se faire interviewer auprès de Dogman Encounters pour répondre à des questions d'auditeurs. Et elle a notamment dit qu'elle faisait désormais des études de droit. Elle a dit aussi qu'elle n'avait plus eu aucune expérience de ce type par la suite. En réfléchissant, Alexa pense que cette chose est venue ce soir-là l'intimider, parce qu'elle estimait que Alexa était sur son territoire.
Et c'est vrai que cette maison était la seule dans cette forêt à des kilomètres à la ronde. En ce qui concerne la question de la réalité de son témoignage, elle est convaincue à 100% de ce qu'elle a vécu. Et elle a apporté plusieurs précisions. Elle a notamment dit qu'elle ne souffrait pas de troubles mentaux à l'époque, qu'elle ne dormait pas au moment de son observation et qu'elle n'a pas fait non plus de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil qui est un phénomène nocturne qui touche les jeunes adultes et au cours duquel on peut avoir des hallucinations assez impressionnantes. Et de son point de vue, la chose qu'elle a rencontrée avait une forme de pouvoir mental. Elle ne sait pas s'il s'agit d'hypnose ou de télépathie, mais en tout cas, il y a bien eu une communication, quoi. Et Alexa a expliqué que c'est comme si cette chose avait crocheté son esprit pour l'attirer vers elle. En tout cas, l'expérience a complètement vidé Alexa de son énergie. Elle était complètement épuisée après. Voilà, c'était l'histoire d'Alexa qui, lors de sa dernière interview, a dit qu'elle n'avait pas du tout changé son mode de vie, elle n'a pas modifié ses habitudes et elle continue de faire des longues balades en forêt avec son chien. Nous reparlerons de ce témoignage dans la partie commentaires et analyse, mais passons maintenant à la seconde histoire. Une histoire tirée, elle, du livre American Monsters de l'auteur Linda Goffrey, donc cette chère Linda, dont j'ai déjà beaucoup parlé. En fait, j'avais déjà raconté cette histoire il y a environ 5-6 ans, en 2017, dans une vidéo sur Nura TV. J'en profite d'ailleurs pour saluer au passage mon ami Guillaume. Allez voir les vidéos de Nura TV. Mais je vous raconte à nouveau cette histoire parce qu'elle fait vraiment écho à la précédente. Cette histoire se passe en 2013 à Havener, une petite ville entourée de montagnes au sud-est de l'Oklahoma, aux USA. Un soir, une femme nommée Arminda Morales, et c'est son vrai nom parce qu'elle a insisté pour donner sa véritable identité, est seule chez elle avec ses 2 chiens, 2 pitbulls. Arminda se décrit comme une Cherokee de sang pur, c'est donc une Amérindienne, et elle est mariée à un Mexicain. Et ce soir-là, Arminda est seule à la maison parce que son mari, qui travaille de nuit, est parti au travail à 21h30. Et précision importante, d'après ses déclarations, cette femme ne boit pas d'alcool et ne prend aucune substance. Arminda a l'habitude de passer des soirées seule, c'est assez ordinaire pour elle. Et vers minuit 30, elle va dans sa chambre se coucher, au rez-de-chaussée de sa maison. Pendant plusieurs heures, elle dort paisiblement, mais à 3h18 du matin, elle est soudain réveillée par les grognements de ses chiens, dont l'un dort dans sa chambre et l'autre dans le salon. Arminda se lève en sursaut et elle dit à sa chienne de se taire. Elle enfile ensuite un peignoir et, sans allumer la lumière, va dans le salon. Et dehors, c'est la nuit, une nuit de pleine lune. Donc Arminda va dans le salon. Mais en marchant, elle voit quelque chose de bizarre. Au niveau d'un des rideaux, elle voit ce qui ressemble à l'ombre d'une chose ressemblant à un chien, avec un corps d'homme, un grand homme, comme si un homme avait une tête ressemblant à une tête de berger allemand. Mais bon, Arminda vient de se réveiller, elle a l'esprit un peu embrumé, et en plus elle ne voit pas très bien parce qu'elle est myope, elle doit porter des lunettes. En fait, elle se dit d'abord que ça doit être l'ombre d'un arbre ou d'un buisson. C'est sûrement une pareidolie, c'est-à-dire une illusion optique, quoi. Mais ça l'intrigue quand même, et elle décide d'en avoir le cœur net. Elle retourne donc discrètement dans sa chambre, chercher ses lunettes, et elle revient pour mieux voir. Elle observe mieux, et là, son sang se fige dans ses veines parce que elle se rend compte que, effectivement, elle a bien vu ce qu'elle a cru voir. Elle constate que c'est bien la forme d'un grand homme avec une tête de chien. Ça a les épaules et le corps d'un homme géant et musclé, avec une tête de berger allemand et des oreilles relevées. En ce qui concerne ses pattes, Arminda ne peut pas voir parce qu'elles sont cachées en dessous de la fenêtre. Mais il y a pire, elle se rend compte que la chose a l'une de ses mains, pas une patte, une main posée sur la vitre de la fenêtre et l'autre sur le rebord. Et que son visage ou sa gueule est très près de la fenêtre, comme si elle était en train d'espionner à l'intérieur. Donc vous imaginez la terreur de cette femme, en train de voir cette chose monstrueuse, immobile, en train de regarder chez elle. Il y a de quoi faire une crise cardiaque. Arminda est tellement effrayée et choquée qu'elle est comme statufiée. Mais paradoxalement, elle a envie de s'approcher. Elle a envie d'aller à la fenêtre pour mieux voir, mais elle n'y arrive pas. Et ça n'est pas tout. Arminda a même l'impression que cette chose lui fait signe de venir. Qu'elle lui fait signe de venir et même de lui ouvrir la fenêtre. Et Arminda a même l'impression de l'entendre parler dans sa tête. Et elle a même la sensation que cette bête lui dit qu'elle est gentille et qu'elle ne veut pas lui faire de mal. Ce qui l'a fait vraiment flipper en fait, ça n'a pas du tout l'effet attendu.
Arminda ne parvient pas à voir distinctement ce qui se tient devant sa fenêtre. Mais pour qu'elle soit aussi haut sur sa fenêtre, elle doit bien mesurer environ 2,40 m de haut. C'est donc massif, quoi. Au bout d'un moment, Arminda parvient quand même à rebouger et elle retourne dans sa chambre. Elle va se réfugier dans sa chambre et là, elle se met immédiatement au lit, sous les couvertures. Elle se cache comme elle peut. C'est assez dérisoire, mais bon, c'est la seule solution qu'elle trouve, quoi. Donc là, elle tremble de peur, mais bon, en même temps, c'est aussi la première fois qu'elle voit un truc pareil, hein. Pendant des heures, elle reste planquée sous ses couvertures et elle essaye de se convaincre que ce qu'elle a vu n'est pas réel. Et ce n'est qu'à 5h30 du matin qu'elle va enfin oser retourner voir à la fenêtre du salon. Et là, elle va constater que la chose n'est plus là. Elle a disparu. Le lendemain matin, Arminda va sortir de sa maison et elle va aller voir à la fenêtre dehors. Et là, elle va constater qu'il n'y a aucune empreinte, aucune marque. Rien. Et cette femme est courageuse parce que la nuit suivante, elle va laisser à nouveau ses stores relevés pour voir si cette ombre bizarre se forme à nouveau. Mais elle ne verra rien, il n'y a aucune ombre projetée ou quoi que ce soit de ressemblant. Et ses chiens vont rester silencieux. Choquée par son expérience, Arminda va oser en parler à des collègues au travail, 2 collègues qui vont se moquer d'elle et qui vont dire qu'elle est folle, quoi. Elle va aussi en parler à son mari, mexicain, et lui, il va l'écouter, mais il ne fera aucun commentaire. Donc Arminda se sent très seule, mais en tout cas, elle est sûre de ce qu'elle a vu, et le sentiment qu'elle a, c'est que la chose qu'elle a vue était démoniaque. Pour tenter de trouver une explication à son observation, Arminda, comme d'autres témoins, va faire des recherches, et elle va se dire que peut-être que cette chose venait du mont Poteau près de chez elle. Le mont Poteau est une montagne à seulement 1,5 km au nord-est de la ville d'Emmeloord. Ce site n'est pas banal parce qu'il a pour particularité d'abriter une pierre unique aux origines indéterminées. Les habitants du coin l'ont surnommé le rocher indien, et on a supposé que l'inscription avait été faite par la tribu des Choctaws. Mais d'autres pensent que ces symboles qui ressemblent à d'anciens runes nordiques sont en réalité d'origine viking. Bien que cette idée soit encore controversée, il est tout de même avéré que les Vikings ont découvert l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. En bref, ce site près de la ville d'Evener est assez mystérieux et pourrait bien être sacré. Au cours de ses recherches, Arminda Morales a également noté qu'il y avait eu beaucoup d'observations de Sasquatch et Bigfoot dans cette région, et ce dès le début des années 1980. Quelques temps plus tard, Arminda Morales a finalement contacté Linda Godfrey pour partager son expérience. Et Arminda est tellement formelle par rapport à ce qu'elle a vu qu'elle a décidé de témoigner sous sa véritable identité. On sait qu'en matière de dogman, comme dans d'autres domaines, la plupart des témoins préfèrent garder l'anonymat, mais pas elle. Ce témoignage m'a été rapporté par un témoin en France que nous nommerons Gina. Cette histoire figure dans mon livre « Les mystères du phénomène Dogman » et hasard ou coïncidence, elle s'est passée la même année qu'Arminda Morales. Et d'ailleurs, ça n'est pas le seul point commun, c'est assez bluffant. Mais avant de vous raconter cette histoire et aussi continuer cette émission qui est loin d'être terminée, je fais juste une courte pause pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un pouce en l'air pour le référencement et pour plus d'histoires mystérieuses et effrayantes, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Donc cette histoire est arrivée en 2013 à une femme que nous nommerons Gina. Âgée de 33 ans, Gina travaille à l'époque dans le milieu médical. Séparée, elle vit seule avec ses enfants dans une maison ancienne en Dordogne, dans le sud-ouest de la France, une maison assortie d'une énorme terrasse en bois. La maison est située en zone agricole et bordée par une forêt. Gina a l'habitude de dormir la nuit sur le canapé au rez-de-chaussée. Ses enfants dorment à l'étage, mais elle préfère dormir au rez-de-chaussée, dans le salon, parce qu'elle ne se sent pas vraiment en sécurité dans cette maison. Il faut dire qu'il n'y a pas de voisins proches. Et Gina a des animaux de compagnie, elle a un chien et un chat. Une nuit de l'hiver 2013, vers minuit 1h du matin, Gina est en train de dormir sur le canapé du salon quand tout à coup elle est réveillée par un gros bruit sur la terrasse. Le bruit vient de l'extérieur de la maison donc. Gina donc se redresse, elle regarde et là elle voit une énorme bête qui se tient debout. Une bête qui se tient dehors devant la baie vitrée. Et là Gina n'en croit pas ses yeux. Et Gina est tellement subjuguée par ce qu'elle voit qu'elle referme aussitôt les yeux parce qu'elle se dit qu'elle est en train de faire un rêve éveillé. Seulement quand elle rouvre les yeux, elle constate que la bête est toujours là. Et détail important, Gina voit que cette chose a les naseaux presque collés au carreau et qu'il y a de la buée qui se forme. C'est donc bien un être vivant, ça respire quoi. En ce qui concerne sa description,
La bête se tient debout sur ses 2 pattes postérieures qui sont charnues et couvertes de poils, et elle a les bras ballants, assez longs, et de larges épaules charpentées. Gina ne voit pas les dents de la bête, mais en ce qui concerne son regard, il est rouge et foudroyant. Et d'après Gina, on dirait un croisement entre un humain, un ours et un loup. Ça ne ressemble donc à rien de connu. Cet être donne l'impression d'être démoniaque, c'est vrai, mais d'après Gina, ça n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout la sensation qu'elle a. Parce que malgré son apparence, qui est vraiment repoussante, très effrayante, elle n'est pas du tout agressive. Pendant ce temps, Gina continue d'ouvrir et de fermer les yeux, parce qu'elle se dit que ses yeux lui jouent peut-être des tours, mais quand elle les rouvre, la bête est toujours là. Et selon ses déclarations, Gina sent tout de suite la puissance de cette créature. C'est comme si elle l'hypnotisait. Et elle ressent aussi qu'elle ne lui fera aucun mal malgré sa force indéniable. Selon Gina, cette bête semble très puissante, mais elle est intelligente et elle n'a pas besoin de lui montrer sa force. Ceci dit, durant son observation, Gina est morte de trouille, elle est tétanisée, mais l'interaction ne dure pas très longtemps et au bout d'un moment, la créature part. Elle quitte la terrasse d'un seul bond. Après son départ, Gina va rester pétrifiée pendant des heures et elle va indiquer que ses animaux de compagnie, son chien et son chat, eux, ne se sont pas réveillés. Et en ce qui concerne les enfants à l'étage, ils n'ont rien entendu non plus. En conclusion, Gina est la seule à avoir vu cette chose. Et dans le message que Gina m'a envoyé, elle m'a dit que elle n'avait jamais entendu parler du Dogman avant de voir mes vidéos sur le sujet. Vous mettez un nom sur ce que j'ai vu, m'a-t-elle écrit. Nous avons vu les histoires, nous allons passer maintenant à la partie commentaires et analyses. Mais ne partez pas, vous allez voir, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. On va vraiment essayer d'apporter un peu de lumière à ce mystère. Si vous découvrez aujourd'hui le sujet du Dogman, il s'agit donc d'une créature dont on n'a pas prouvé l'existence de manière irréfutable. Son existence n'est rapportée que par des témoignages. Le Dogman n'est donc pas reconnu par la science, mais il passionne des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde, et notamment votre serviteur. Le sujet me passionne et me fascine depuis pas mal d'années, depuis 2016, et j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, et aussi dans un livre. Je vais commencer par dire qu'on pourrait d'abord s'étonner de voir une telle chose s'approcher des maisons d'habitation. Mais c'est l'une des spécificités du Dogman. Contrairement au Bigfoot, qui aurait lui tendance à fuir les hommes et rester dans les forêts montagneuses, le Dogman, qui vivrait plus en plaine, n'hésiterait pas à aller près des cabanes dans les bois ou même dans les zones semi-urbaines. En ce qui concerne les 3 témoignages, les 3 histoires qu'on a vues, il y a tellement de choses à dire que je ne vais pas pouvoir tout dire, parce que malheureusement, l'émission ne peut pas durer pendant des heures. Et avant de se pencher sur la question de leur crédibilité, parlons de leur ressemblance évidente. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai souhaité les regrouper dans une même vidéo. Dans les 3 histoires que je vous ai racontées, on retrouve beaucoup de points communs avec des rencontres plus classiques avec des Dogman en pleine nature. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, vous connaissez déjà toutes ces caractéristiques si vous avez déjà vu des vidéos sur le Dogman. Citons par exemple l'aspect physique de la bête qui est énorme, très musclé avec une tête de berger allemand. Et en ce qui concerne l'aspect physique, j'ai noté des micro-détails intéressants. Par exemple, Alexa avait parlé d'une luminescence intérieure des yeux du Dogman qui était de couleur bleue. Et moi je me souviens bien que Alain, le témoin de Nice que j'avais interviewé, vous pouvez retrouver ça dans une vidéo sur ma chaîne, avait lui aussi parlé d'une lumière intérieure, cette fois de couleur rouge. Au-delà de son apparence, on retrouve aussi d'autres points communs, et notamment son intelligence supérieure. Cette bête aurait une attitude humaine, mais une attitude qui varie toutefois. Dans le cas d'Alexa, elle était clairement menaçante, elle avait un côté diabolique, démoniaque, elle s'amusait à la tourmenter, alors que dans le cas d'Arminda ou Gina, elle avait l'air plus bienveillante. Et dans ces 3 témoignages, c'est assez flagrant, on retrouve à chaque fois une action assez forte sur le mental. Une action dont la nature reste à être déterminée. On ne sait pas s'il s'agit d'hypnose, de télépathie ou d'autre chose. Il y a bien une forme de communication. Alexa, Arminda et Gina avaient toutes des chiens, et d'ailleurs, il faut se poser la question de savoir si le Dogman n'aurait pas été attiré par ces chiens, justement. Autre point commun entre ces témoignages, c'est l'absence de traces, quelles qu'elles soient, au réveil. Et d'ailleurs, on va reparler de ce détail qui est très important dans quelques instants. En tout cas, c'est assez bluffant de voir les ressemblances entre ces témoignages.
entre des personnes qui ne se connaissent pas et qui n'avaient jamais entendu parler du Dogman avant. Ces témoignages se sont déroulés dans des pays en plus très différents, et c'est pour cette raison que je le dis souvent, le phénomène du Dogman est mondial, bien qu'il se concentre quand même essentiellement dans les pays occidentaux. On en voit en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, etc. En ce qui concerne la crédibilité de ces témoignages, ils sont certes très impressionnants, mais je dois dire que je suis quand même partagé. Parce que voilà, je vais vous dire les choses, selon moi, ces témoignages ont une énorme fragilité, ils se sont déroulés la nuit, avant ou pendant que les témoins dormaient. Il faut se poser la question de savoir si elle n'était pas en train de dormir, quoi. On connaît le phénomène de la paralysie du sommeil qui touche les jeunes adultes. Ils peuvent alors avoir des hallucinations qui ont l'air très réelles. Ce problème ne se pose pas avec d'autres témoignages, notamment celui d'Alain à Nice, parce que lui, il était au volant de sa voiture. Il n'a donc pas pu s'endormir parce que quand on s'endort au volant, en général, ça dure pas très longtemps. C'est extrêmement dangereux. En ligne droite, ok, pourquoi pas. Mais connaissant les routes tortueuses, sinueuses de l'arrière-pays niçois, vous ne pouvez pas dormir longtemps sans vous planter dans le décor, quoi. Mais là, dans les 3 témoignages que je vous ai racontés plus tôt, 2 des 3 témoins étaient en train de dormir juste avant de voir le Dogman. Concernant Alexa, elle a été interrogée sur ce point et elle a assuré qu'elle ne dormait pas. Elle a expliqué qu'elle s'était levée pour aller boire un verre d'eau. Elle a dit qu'elle ne dormait pas parce qu'elle voulait absolument voir la fin de sa série avant d'aller se coucher. Il lui restait quelques épisodes à voir. Ok, mais bon, il y a quand même un autre point qui nous incite à être un peu sceptique, c'est l'absence de marques, de traces au réveil. Surtout qu'en plus, dans le cas d'Alexa, la créature avait apparemment fait glisser sa griffe le long de la vitre. Et là, on n'a trouvé aucune marque, rien. On n'a trouvé aucune empreinte de pas dans le sol non plus. En ce qui concerne les autres témoignages, ceux d'Arminda et de Gina, c'est pareil, on n'a trouvé aucune preuve physique de la présence de ces créatures. Et c'est donc peut-être le signe que tout ça n'était que des rêves. Il y a un autre détail, moi, qui me dérange, un détail que je trouve un peu too much, dans le témoignage d'Alexa. Et ce détail, c'est celui de la griffe. Selon la témoin, le Dogman aurait tapoté la vitre avec sa griffe et serait ensuite parti en laissant glisser sa griffe le long de la vitre. Moi, ce détail, je le trouve too much. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à une scène de film d'horreur. J'ai vu beaucoup de films à suspense, de films d'horreur dans ma vie, et ce type de comportement, je l'ai souvent vu chez les bad guys, quoi, les méchants, les croque-mitaines dans les films d'horreur. Je pense en particulier à Freddy Krueger. Voilà, je pense que certains d'entre vous connaissent Freddy, un méchant qui a notamment à la main un gant avec des lames ultra tranchantes. Dans les Freddy, des fois il y a des scènes où on le voit qui marche en laissant glisser donc ses griffes de métal justement contre le mur comme ça. Et il fait ça pour terrifier ses victimes. Et autre détail troublant d'ailleurs, soit dit en passant, en plus Freddy, c'est un méchant qui va dans le rêve de ses victimes. Voilà, il tourmente ses victimes dans leurs rêves. Il les agresse donc durant leur sommeil, quoi. Donc tout ça pour vous dire que contrairement à d'autres témoignages, là j'ai vraiment du mal à croire totalement à celui d'Alexa, à cause des réserves que je viens de vous présenter. Je ne sais pas quoi penser. Alors attention, j'ai du respect pour Alexa, il n'y a pas de souci, mais bon, je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est trompée, peut-être qu'elle a rêvé, il y a peut-être une autre explication, quoi. Peut-être qu'elle a menti, j'en sais rien, consciemment ou non. Ou alors peut-être qu'elle a dit la vérité. Alors là ça dépasse l'entendement, c'est vrai, hein. Parce que si elle a bien vu ce qu'elle dit avoir vu, on va avoir du mal à trouver une explication rationnelle. Parce que cette histoire est complètement dingue, et si elle est vraie, on n'a aucune explication cartésienne. Donc comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le sujet du Dogman me passionne, ça m'intrigue beaucoup, je m'interroge beaucoup sur ce qu'il y a derrière. J'ai écrit un livre sur le sujet, et dans ce livre j'ai fait une sorte de brainstorming. Mais attention, ça n'est pas un livre scientifique, hein, non, c'est plus un livre conceptuel. C'est presque un livre philosophique, j'ai envie de dire. Dans ce livre, j'ai tenté d'expliquer l'inexplicable, parce que si la science, du moins au stade actuel de nos connaissances, ne permet pas d'expliquer une partie de ce phénomène, il faut peut-être chercher des réponses ailleurs. Donc dans mon livre, j'ai avancé une théorie, une piste d'explication possible, mais c'est juste une hypothèse. Elle est purement théorique. Ça reste vraiment au stade conceptuel, quoi.
Et comme je l'ai déjà dit, j'ai l'intuition, même si je ne peux pas le prouver, que le Dogman a peut-être un lien avec notre inconscient collectif, d'une manière ou d'une autre. Et de mon point de vue, le témoignage d'Alexa ne fait que renforcer cette idée. À titre de rappel, le concept d'inconscient collectif a été développé par le psychologue Carl Jung. C'est une couche de l'inconscient qui est partagée par tous les êtres humains. Il est composé de symboles, d'archétypes et de motifs universels qui sont présents dans les mythes, les légendes, les contes de fées, etc. Ces symboles et archétypes sont des représentations de nos instincts les plus profonds, de nos peurs et de nos désirs les plus primaires. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, je vais redire que, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce point, le Dogman ressemble à un loup-garou. Personnellement, je ne crois pas au loup-garou, c'est pour ça que j'insiste sur le mot « ressemble ». Et d'ailleurs, beaucoup de prétendus témoins du Dogman nous disent que c'est le mot qui leur vient à l'esprit quand ils les voient. Ils se disent, loup-garou, j'ai pas d'autre mot pour mieux le décrire, quoi. Or, le loup-garou est, de mon point de vue, une image très forte de notre inconscient collectif. C'est un archétype, quoi. Le loup-garou provient de notre folklore. Autrefois, les gens craignaient le loup-garou dans les campagnes, même s'ils n'en avaient jamais vu. Et le mythe du loup-garou était très présent en Allemagne, le pays où vit Alexa. Et Alexa a dit que dans le folklore allemand, le loup-garou c'était assez célèbre, entre guillemets, elle avait connaissance de toutes ces légendes. Et la peur du loup-garou existait aussi dans les temps anciens en France, pays où vit Gina. En ce qui concerne Arminda Morales, la témoin américaine, elle a dit qu'elle était d'origine cherokee. Et on sait que les Indiens d'Amérique, donc les Native Americans, ont un folklore très riche dans lequel il est aussi question de créatures de type loup-garou, qu'ils appellent eux les skinwalkers. En conclusion, nos trois témoins ont donc bien le loup-garou ou une créature similaire dans leur inconscient collectif. Par extension, j'en profite pour redire que des dizaines de milliers de témoins auraient vu le Dogman dans le monde, mais essentiellement dans des pays occidentaux. Or, le mythe du loup-garou est essentiellement un mythe occidental. Je vais vous prendre un autre exemple un peu inversé pour encore illustrer mon propos. On ne voit pas ou quasiment pas de Dogman en Afrique, et comme par hasard, le mythe du loup-garou n'existe pas non plus là-bas. Bon, il y a d'autres légendes, attention, avec les animaux locaux. Quand on observe les témoignages, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de témoignages qui proviennent des USA. Beaucoup de témoins auraient vu des Dogman aux USA, or beaucoup d'Américains sont des descendants d'immigrés européens, et notamment allemands. Citons l'exemple de l'État du Wisconsin, aux États-Unis, près des Grands Lacs. On sait que là-bas, il y a eu énormément de migrants allemands, et comme par hasard, on a vu énormément de Dogman. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que tous ces migrants ont certainement amené avec eux leur folklore lié au loup-garou. Ils ont donc par conséquent apporté avec eux leur inconscient collectif. Revenons maintenant aux détails de la griffe. Moi, je ne sais pas comment le Dogman a eu l'idée de reproduire une scène de film d'horreur. Une scène tirée quasiment d'un film comme Les Griffes de la Nuit, un film avec Freddy. À croire que ce Dogman connaissait les codes des films d'horreur. Or, je doute qu'il passait son temps à regarder des films sur Netflix. Par contre, Alexa, elle, avait déjà vu des films d'horreur dans le passé. Pas le soir de son observation, mais elle en avait déjà vu. Parce que certains films d'horreur, et même Freddy, qui appartiennent à la pop culture, font maintenant partie de notre inconscient collectif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, bon, c'est déjà pas mal sur ces histoires. Je vais continuer à réfléchir tranquillement à ce sujet, mais attention, je peux complètement me tromper, j'en ai conscience. Et je ne prétends pas détenir la vérité. Personne là, et de toute façon, cette explication n'est pas la seule envisageable. Je pense que le phénomène du Dogman est tellement complexe qu'il n'y a pas d'explication unique. C'est un phénomène qui est multicausal, il y a plusieurs causes et plusieurs théories peuvent très bien coexister. Donc si le sujet du Dogman vous intéresse, un sujet qui est beaucoup plus subtil et riche qu'on pourrait le penser à première vue, je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne ou ailleurs, et aussi, si vous voulez aller plus loin, lire mon livre. Si vous voulez le commander, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bien entendu, mon travail principal reste les disparitions inexpliquées, mais bon, c'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de domaines, à beaucoup de mystères de notre monde, et je vais continuer de temps en temps à parler du Dogman. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air, et si ça n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à la chaîne, ça aide pour le référencement.
Pensez aussi à activer la cloche de façon à être prévenu dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Donc, merci à vous. Vous pouvez maintenant rallumer la lumière. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne et en attendant, ne disparaissez pas.